Messieurs, dames, bonjour. Bonjour Voilà, on est ravis de vous retrouver, Marthe. et Isabelle. Voilà, pour une nouvelle conférence sur un nouveau sujet. Oui, Lequel? les natures mortes. La nature Voilà. morte. Donc pendant 30 minutes, on va parler de ce genre en histoire de l'art, de ce genre artistique qui en fait met en scène des objets inanimés dans une composition recherchée, évidemment étudiée avec une volonté esthétique, mais aussi souvent, vous allez voir, avec une intention plutôt symbolique. Mm. Et on se rend compte qu'au fil du temps, eh bien, effectivement, il y a une évolution de ce genre, la nature morte. On se souvient que au temps de l'Égypte ancienne, eh bien, on en voyait déjà Oui, qui oui, étaient c'est vrai. reproduites sur les parois des sarcophages. Et ensuite, à l'époque de la Grèce, on sait qu'il y a des trompe-l'œil qui sont nombreux. Et à l'époque des Romains, eh bien, on retrouve de très belles natures mortes sur les murs des villas de Pompéi. Oui, exactement. Et puis il y a une pause pendant un millénaire quand même Oui, presque. c'est vrai, absolument. À l'époque du Moyen Âge, eh bien, il y a donc une discrétion du genre, et c'est Mm. vrai que l'objet n'est plus que accessoire, ou quelquefois il est intégré à une grande composition, mais l'objet n'a pas le premier rôle. Mm. Et puis il y a un regain d'intérêt pour la nature morte au XVIe siècle, mais en Europe du Nord, où en fait finalement l'Europe du Nord, donc la Hollande, les Pays-Bas, vont vraiment s'attarder sur ce genre, le développer, et les objets deviennent un sujet à part entière. Finalement, on se libère là cette fois-ci de la Oui. présence humaine. Alors pourquoi en Europe du Nord? Eh bien, il y a plusieurs contextes. Déjà le contexte religieux, parce que ce sont des pays protestants, et donc on rejette complètement l'imagerie traditionnelle religieuse. Donc les peintres vont s'attaquer à d'autres sujets et donc la nature morte. Et dans cette géographie, il y a donc le contexte économique, Oui, aussi. parce qu'il y a une très grosse production picturale, étant donné que les riches marchands, les marchands très prospères de Amsterdam, d'Anvers, qui sont les premiers ports du monde, eh bien, donc sont demandeurs. Et c'est vrai que la nature morte, dans ce contexte hollandais notamment, va donc occuper la première place sur le marché de l'art. Oui, tout à fait. Et il faut savoir qu'en même temps, en France, en revanche, il y a beaucoup d'écoles qui voient le jour et qui vont imposer une stricte hiérarchie des genres en histoire de l'art. Et malheureusement, la nature morte se retrouve tout en bas de l'échelle. Donc elle n'a pas du tout le même succès en France que dans les pays du Nord. C'est vrai. Alors, une des raisons qui explique le développement donc, de ce genre pictural, c'est donc ce contexte de grande découverte. Oui. Quand en 1492 on découvre l'Amérique, eh bien, il y a un afflux de nouvelles plantes et ça donne naissance à la botanique, et les botanistes aiment particulièrement ces nouveautés-là. Alors, il y a des peintres qui s'empressent de vouloir les reproduire au plus juste. Et oui, exactement, c'est Voilà. vrai. Alors, on commence avec une œuvre du XVIIe siècle et réalisée par une femme, et c'est assez rare de parler d'une femme peintre à cette époque. Et pourtant, Louise Moyon est reconnue de son temps. Elle reçoit beaucoup de commandes et elle est confirmée comme l'une des femmes peintres les plus célèbres. Alors, sa carrière cependant est très brève, 11 ans à peine, et sur une production d'une dizaine d'années, elle réalise 30 natures mortes et le musée des Augustins en possède 3. Elle vient d'une famille d'artistes, mais de toute façon, quand on est une femme à cette époque-là, pour peindre, il faut quand même faire partie d'une corporation. Donc, sa famille était dans le milieu, comme on peut dire, et elle baigne donc dès son plus jeune âge dans un milieu artistique très riche, et elle commence très très jeune, son talent est précoce. Et son style, c'est vraiment l'austérité dans les natures mortes. On le voit très bien ici, elle dépouille ses œuvres de toute fioriture, d'accessoires coûteux. Pas de faïence, de cristal, de couverts d'argent. Ici, une simple table rustique en bois de pin, un panier en osier, mais avec une réalisation extrêmement juste. Et elle dispose sur ce tableau deux pêches et un abricot à droite, et avec dans le panier des branches de mûrier et de framboisier chargées de fruits, et tout à gauche il y a une nèfle. On a donc une composition plutôt simple, avec des couleurs restreintes. Les motifs sont peu nombreux, c'est une approche dépouillée et austère qui lui est très personnelle et qui fait aussi parfaitement lien avec sa religion, parce que Louise Moyon était protestante. Je vous laisse imaginer sa vie, être femme peintre à cette époque au XVIIe et protestant quand on est persécuté pour sa religion, ça ne devait pas être simple d'exercer. Pourtant, elle a réussi à traverser les affres du temps. Mais ces tableaux, en tout cas, sont véritablement une célébration de la vie silencieuse, comme l'est en fait la religion protestante. On le voit très bien ici. Ce qui est intéressant, c'est de noter aussi cette très belle diagonale qui découpe le tableau en deux, avec un clair-obscur, une partie très sombre et une autre plus claire. Et de vous dire aussi qu'elle peint sur du bois. C'est du bois de chêne, et c'est donc en fait particulièrement
représentatif du style hollandais de peindre sur du Mhm. bois de chêne. Et en fait, il faut savoir qu'elle rencontre énormément les artistes flamands alors qu'elle est en France, mais parce que les artistes protestants arrivent à Paris après l'édit de Nantes. Donc il y a une communauté qui se forme à ce Mhm. moment-là, et donc elle va pouvoir les fréquenter et peindre un petit peu dans la même veine, avec une véritable valeur tactile au niveau des objets et des textures, une précision des objets, un style précis, mais dans une austérité assez importante. Malgré tout, Louise Moyon cherche vraiment à flatter nos sens, parce que quand on voit ces belles mûres ou ces framboises, on a envie de les toucher, de les goûter, de les sentir, de sentir ce sucre ou d'entendre même le grincement du panier. Elle flatte tous nos sens et on a même des gouttes de rosée devant qui nous dit la fraîcheur des fruits. Et donc on a un certain charme dans cette rusticité et des couleurs très délicates même si elles sont très restreintes. Il y a une véritable recherche de fraîcheur et d'esthétisme ici avec Louise Moyon. Tout à fait. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est de, à présent, parler de toute autre chose. On a quelque chose de tellement plus Oui, sophistiqué tout à ici, fait. Ouais. avec donc Paul Liégeois. Ici, en fait, on a affaire à un peintre donc de nature morte, un peintre français, mais certainement d'origine flamande. Donc, il était actif, lui, à Paris au XVIIe siècle, et vraiment, il est en rupture avec la rusticité dont Marthe parlait concernant Louise Moyon. Parce que ici, vous avez donc des composantes très riches. Regardez les matières. Vous avez des étoffes comme le velours, le satin, la soie bicolore, le rouge et le mauve, et donc le tissu qui est frangé d'or. Donc la table de bois rustique de Louise Moyon est ici remplacée par une cheminée de marbre veiné, et voyez les objets d'orfèvrerie de métal précieux, des objets de liturgie, hein, qui sont une survivance de l'époque médiévale. Vous avez ce vase rond qu'on appelle une pyxide. En fait, c'est un vase à parfum cylindrique avec son couvercle plat. Hein, et regardez toutes les incrustations, les gravures, donc comme un coffret précieux. Donc, vous avez également, à côté de ces objets, vous avez de splendides fruits comme les pêches ou le raisin avec des peaux veloutées, hein, vraiment un effet de texture ici. Il y a l'idée de l'immuable qui était le marbre et le métal qui s'oppose au transitoire avec les fruits. Donc d'un côté la permanence et de l'autre côté la fragilité. Les étoffes précieuses, les pièces d'orfèvrerie qui, eux, ne servent pas du tout aux besoins du quotidien, comme chez Louise Moyon avec son panier d'osier. Oui, tout à fait. Il y a également une idée de réversibilité, hein, parce que le tissu est présenté des deux côtés, comme la médaille et son revers. La beauté, ok, mais c'est éphémère. L'opposition entre la vie de ces fruits, qui ne va pas durer, et les matières froides et durables, qui, elles, ne sont pas putrescibles. Donc opposition vraiment également entre le riche et le dur, le marbre et le métal, et le souple, les feuilles, les tissus froissés. Donc c'est vrai qu'il y a des accords chromatiques, le rouge et le jaune, le vert et le mauve, et aussi ici une composition selon la diagonale parce qu'on retrouve en fond sur la gauche le noir, alors que sur la droite vous avez donc une partie bien plus éclairée. Mais tout ça s'équilibre donc dans ce très bel assemblage. Donc c'est vrai que ce discours traduit une idée symbolique. Quand les objets disent la brièveté de la vie, hein, par exemple les feuilles qui commencent à sécher, les taches sur les fruits, c'est une fuite du temps, la durée limitée de la vie est exprimée, et ça s'appelle une vanité, n'est-ce pas, Oui, Marthe? tout à fait. On les retrouve beaucoup dans les natures mortes et Voilà. justement, ça sera le cas de la prochaine où il est vraiment question aussi de fugacité de la vie, de vanité, de temps qui passe, dans une composition assez similaire parce qu'elle est très dense, où on a tous ces objets et ces fruits qui sont sur une table. Mais là, c'était un peintre néerlandais qui réalise ce tableau au cœur du XVIIe siècle. Et en fait, dans ce tableau très dense, tout est crypté, hein, tout a une place et un sens. Et donc, on est vraiment dans cette idée de vanité aussi parce que là, les objets sont là pour nous symboliser le temps qui passe et pour nous faire réfléchir sur la mort. Alors, on va décortiquer un petit peu tout ça. On voit tous ces fruits entassés qui déjà, sans ordre particulier, illustrent l'abus inconsidéré des plaisirs des sens, mais qui traitent de la corruption aussi parce que regardez, dans l'ombre, des fruits commencent à pourrir, un grain de raisin pourri, mais le coin de certaines pommes aussi. Et puis la mort fait donc son chemin et ce qui paraît frais et éternel, le plaisir sucré, est véritablement associé au caractère éphémère de la vie.
On a également cette poire qui est très très belle, qui a une taille très très grande, un peu trop grande d'ailleurs. Peut-être bien un coin même. Voilà, une sorte de mélange, Oui, un fruit hybride, on va dire. c'est vrai. En tout cas, sa couleur est très lumineuse, elle accroche notre regard, elle est en position haute, elle est là pour éclairer le tableau. Donc il y a aussi des recherches esthétiques dans la composition, hein, pas que symboliques. Mais par exemple, quand on voit la noix au premier plan, on peut symboliser ça aussi avec l'intérieur du crâne, comme si le noix, le cœur du noix, le fruit correspondait aux circonvolutions du cerveau. Mhm. La grenade comme symbole de fertilité et d'abondance. Et le citron avec cette écorce pelée en spirale représente le déroulement de la vie. Mais on peut aller encore plus loin et voir des symboliques plus religieuses, comme le noix pour la chair de Jésus, la grenade pour le sang du Christ, la pomme qui est le fruit défendu d'Adam et Ève, le péché originel, ou le raisin comme symbole de la passion de Jésus. Donc on peut toujours trouver beaucoup de sens à tous ces fruits qui ne sont pas là au hasard. Et puis c'est intéressant de voir comment se compose cette œuvre sur un fond très noir aussi comme le précédent, très obscur. On a deux niveaux de support. On a le support inférieur et qui est en bois, très austère, et puis supérieur avec le velours et avec toute la préciosité des objets qui sont sur cette table et cette nappe en velours. La coupe d'argent avec une divinité gravée dessus, hein, le pied, qui est une référence intellectuelle, mais on a aussi un plat en faïence pour parler de la richesse, une flûte en cristal derrière, on voit le léger reflet avec les rayons de blanc pour parler de la fragilité, et le panier pour évoquer quand même la modestie, hein, le panier derrière la poire. Et pour terminer, c'est juste pour vous dire un tableau qui a subi sûrement un agrandissement parce qu'en fait, le premier plan en bois est un ajout plutôt maladroit, hein, il n'était pas là au début, donc on peut imaginer qu'il y a deux signatures sur cette œuvre de Peter van der Bosch. Très bien. Alors, on va quitter le monde des fruits Oui, pour celui des fleurs, oui, tout à avec fait. ce vase de fleurs de William Van Helst. Alors, les fleurs ici, comme les fruits précédemment, se détachent sur un fond très sombre et le bouquet est parfaitement asymétrique, ce qui le rend parfaitement dynamique. Vous voyez comme la disposition des fleurs suit une oblique. Il y a des fleurs qui sont tout à fait naturalistes. Le bouquet que vous avez là est impossible cependant, dans la mesure où eh bien, la floraison de toutes ces fleurs ne se produit pas au même moment. Cependant, ici, elles sont toutes en fleurs, donc c'est inconcevable, mais le tableau, et en tout cas l'œuvre d'art, permet donc cette réunion de toutes ces fleurs ensemble. Alors, c'est vrai que les natures mortes de fleurs sont très nombreuses, car, donc on l'a un petit peu expliqué en introduction, mais avec les grandes découvertes, il y a cette arrivée en Europe de plantes qui sont inconnues et qui suscitent un énorme intérêt. Il y a donc une accumulation de spécimens que l'on peut voir dans des cabinets de curiosité et également donc dans les jardins botaniques. Il y a donc suite à ça des catalogues qui se créent, une volonté de classifier tout cela et donc c'est l'apparition d'une illustration scientifique et des peintres sont là pour en rendre compte. Donc si vous voulez, c'est intéressant aussi de parler du type de fleurs que nous avons ici, puisque vous découvrez cette tulipe blanche et rose qui est donc originaire d'Iran ou d'Afghanistan. Elle est un symbole d'immortalité, mais quand elle arrive en Occident, elle va générer une mode pour la tulipe. Et en fait, on va l'acclimater, on va créer pour elle des serres, et c'est vrai que la demande est extrêmement forte, tellement forte en 1630 que les prix vont flamber, et certains artistes même vont échanger donc leur œuvre contre des bulbes. Il y a une spéculation extraordinaire qui atteint des sommets jusqu'à un crash en février 1637. Donc cette période-là, on l'appelle aujourd'hui celle de la tulipomania. C'est fou, hein. Aujourd'hui, ça n'a plus du tout la même valeur, hein. Ça c'est sûr. Mais donc il n'y a pas qu'elle. Ah oui, oui. Auprès de cette tulipe, vous avez la très belle pivoine qui vient de Chine. Vous avez également donc la rose, qui est un symbole associé à la Vierge Marie. Vous avez également le pavot, tout à fait hallucinogène. Regardez donc la libellule sur le coquelicot rouge à gauche. La libellule qui symbolise la transformation, elle s'extirpe de son enveloppe pour devenir donc autre chose. Et puis vous avez cette petite chenille donc qui s'approche du vase, qui dit la brièveté de la vie. Donc c'est vrai que elle est caméléonesque notre chenille parce qu'elle prend les couleurs donc du pied du vase. Elle est dorée, elle est précieuse comme lui. Donc dans ce bouquet, il y a vraiment beaucoup de gaieté, une exubérance des couleurs.
et on a l'impression que le vent l'agite, comme C'est une vrai. chevelure. Et c'est vrai aussi que ce tableau nous permet de mieux comprendre un moment de l'économie donc, eh bien, des Pays-Bas. Donc en fait, il y a une autre lecture, Oui. donc au-delà d'un plaisir esthétique. Comme beaucoup de natures mortes, en tout cas au XVIIe siècle. Tout à fait. Alors on continue et on reste dans les peintres du Nord avec Van Schrick, qui était en fait un ami de William Van Helst, dont vient de vous Mhm. parler Isabelle. Ils ont voyagé en Italie ensemble. Et puis après, Van Schrick s'installe à Amsterdam et il se spécialise vraiment dans la représentation des sous-bois. C'est-à-dire vraiment, il va parler de la nature, mais de la nature humide et du microcosme qui se passe en fait, de cette nature très discrète qu'on ne voit pas tout de suite, ce monde qui n'apparaît pas vraiment au premier plan. Et c'est ça aussi le principe de la nature morte, c'est de montrer ce qui est discret. Alors là, c'est pas tout à fait une nature morte, c'est plutôt une peinture de scène animalière, de sous-bois, mais on montre quand même finalement un microcosme, quelque chose voilà, de finalement d'assez assez caché Oui, finalement. et qui fait sens. Et qui fait tout à fait sens parce que dans ce qu'on voit, alors au fond, il y a un horizon montagneux, vaporeux, dont on ne définit pas vraiment la géographie. Mais surtout, au premier plan, on voit des animaux. Et c'est important de comprendre ce qui se passe parce que vous avez en fait un serpent qui est en train d'attaquer ou qui va attaquer une grenouille ou un crapaud qui mord lui, qui dévore un papillon. Et en fait, vous avez ici le cycle de la vie qui est raconté avec ces proies qui sont mangées, ces reptiles qui se mangent entre eux. Voilà, il y a vraiment cette idée de parler aussi, encore une fois, de la fugacité, de la fragilité de la vie, de l'aspect très éphémère, avec justement ces animaux qui s'entretuent. Et donc on a quelque chose d'assez violent finalement dans cette nature-là aussi qui est représentée. Mais ce qui est très beau, c'est de voir aussi la justesse de la réalisation de cette peinture, parce qu'on a vraiment une précision extrême au niveau des formes végétales. Regardez la nervure des feuilles très délicate, la peau luisante du reptile, la mousse au premier plan qui est réalisée à partir d'une éponge, les papillons qui ont été faits avec des vraies ailes de papillons que le peintre utilisait comme pochoir. Et en fait, il était vraiment fasciné par la nature et par les insectes parce qu'il faut savoir que ce peintre avait un enclos avec des reptiles et des insectes partout. Il avait beaucoup de livres de botanistes très célèbres qu'il étudiait et il avait des tiroirs remplis de bêtes mortes chez lui. Il faut imaginer sa maison, mais en tout cas, ça donne une représentation hyper exacte des espèces animales et végétales qu'il réalise à partir d'observations. Donc on a ce microcosme, on a ce rocher humide qui met en scène la violence des luttes animales, et c'est vraiment une volonté de parler de ce qu'on peut qualifier du memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Et puis on a autre chose aussi, on a cet arbre mort derrière qui donc annonce peut-être la mort, mais il est en veille de lierre. Le lierre qui est une plante qui résiste, qui s'accroche, qui est tenace pour dire la vie qui continue à exister aussi quand même malgré tout. Et ce qui est très beau dans ce tableau, c'est de voir la palette très sombre qui est déployée, mais surtout la beauté de ces papillons très délicats qui sont comme un éclat de lumière dans l'aspect très sombre de cette roche humide. On a vraiment un jaune qui tranche sur le noir, c'est ce qu'on voit en premier, et ça c'est très délicat de la part du peintre. Tout à fait. Alors nous allons continuer avec une fantaisie d'artiste. Nous passons au XVIIIe siècle à présent. Donc Pierre Hubert Subleras donc, est un peintre du Gard, de Saint-Gilles, à côté de Nîmes. Et c'est vrai qu'ici, eh bien, on remarque d'emblée une accumulation d'objets, un assemblage dense, voire complexe. Cependant, tout est étudié ici. Ce désordre est tout à fait organisé. Cette composition, on va dire qu'elle est faussement négligée. Elle fait sens en fait, et il y a plusieurs sens à ces objets. Oui. On peut lire cette nature morte comme étant une allégorie des 5 sens, puisque vous avez en fait la peinture avec la palette et les pinceaux qui nous parle de la vue. Vous avez la sculpture avec ces sculptures blanches en marbre qui nous parlent du toucher. Vous avez en fait avec les partitions musicales et le violon le sens de l'ouïe. Avec le vin et le verre, eh bien vous avez le goût et bien sûr avec donc les fleurs rouges et roses, vous avez l'odorat. Donc il y a les 5 sens, c'est un thème fréquemment donc représenté en peinture au XVIIIe siècle. Mais on peut parler également d'un hommage aux beaux-arts. Quelqu'un comme Chardin, qui est le grand peintre des natures mortes au XVIIIe siècle, avait déjà évoqué cela dans ses tableaux en parlant de peinture, de sculpture, donc, et également d'architecture, ce qui n'est pas le cas ici. Mais il y a ce côté méli-mélo artistique.
Et c'est vrai que sont réunis, par exemple ici, des chefs-d'œuvre de la sculpture antique. En fait, on sait que Subléras s'est rendu à Rome et il a découvert des chefs-d'œuvre de l'Antiquité. Comme par exemple sur la gauche, vous avez ce dos, en fait, qu'on appelle le torse du Belvédère, qui est une statue antique. On ne connaît pas sa provenance, mais elle exerce une fascination considérable sur les artistes qui sont nombreux à venir la dessiner. Vous avez tout à fait à droite cette tête renversée en arrière, hein, qui est en fait une statue en marbre de Paros, et c'est une statue du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et au centre, vous avez la statue de Sainte Suzanne, en fait, qui est une martyre du 3e siècle et qui est drapée à l'antique, même si l'œuvre ici est du 17e siècle, elle est l'œuvre du sculpteur François Duquesnoy. Donc il y a 3 références qui sont liées à l'antique et vous avez donc véritablement ce courant classique qui est très présent ici. Donc Subléras est en fait connu pour être un peintre d'histoire, mais finalement ici, eh bien en fait ce n'est pas du tout le cas. Le tableau qu'il nous propose est un tableau mystérieux qui tient une place à part dans sa production, mais on peut penser qu'ici ça n'est pas une commande et qu'il est parfaitement libre de réunir les objets qu'il aime, donc ceux qui sont à portée de main dans son atelier, et qu'il compose de manière très personnelle et poétique un tableau qu'on peut lire comme un rébus. En fait, le titre du tableau qui donc est Fantaisie d'artiste nous parle de cette fantaisie au sens littéraire du terme, une œuvre d'art dans laquelle l'imagination se donne libre cours. Exactement, c'est ça qui est joli et c'est vrai que là on a des objets pour la première fois, on sort des animaux ou Des des fleurs, fleurs et des des fruits. fruits. Absolument. Bon, on revient avec les fruits. Allez. Et en fait, là, on fait un bond dans le temps un petit peu parce Oui. qu'on est au début du XXe siècle avec cet artiste toulousain, Marc Lafargue, qui est donc poète, critique d'art et aussi peintre, et qui est surtout un autodidacte et réalise beaucoup d'œuvres de manière assez discrète, donc on le connaît peu. Mais le musée des Augustins possède beaucoup de ses œuvres qui ont toujours ces ambiances très fraîches et ces couleurs plutôt vives ou tranchées. Et ce qui est intéressant, c'est de noter tout de suite le cadrage de cette nature morte, où on zoome tout de suite sur le sujet avec un cadrage serré, tellement serré que finalement les choses sont un peu coupées, parce que finalement le plat à droite n'est pas entier et le haut de la bouteille est également coupé. Mais ce qui nous plaît surtout avec ce tableau, c'est l'audace du blanc sur blanc. Là, on se dit que tout est blanc. Les objets, c'est-à-dire la bouteille, le compotier, le plat, la nappe et le mur au fond. Au siècle précédent, les peintres, ils avaient envie de chercher à faire ressortir les différentes matières et les différentes couleurs dans leur composition. Mais lui, Lafargue, il écrase complètement le blanc sur le blanc avec vraiment désinvolture. On a un blanc qui est quand même teinté de gris pour apporter du relief, mais c'est vraiment un monochrome. Et puis, il y a évidemment ce jaune au centre, avec ses pêches qui nous font penser à des citrons aussi, tellement c'est frais et acide. Mais ce jaune avec des petites touches vertes et rouges qui représentent soit la végétation ou soit les motifs sur les plats, qui viennent quand même réveiller un petit peu ce tableau. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir la modernité de ces couleurs très fraîches et de cette touche qui est très large, très rapide, très épaisse. Elle est parfaitement moderne, on est plus loin dans le temps et on le voit parce que les peintures d'avant étaient très lisses, très léchées, très dessinées. Et là, on a quelque chose de plus moderne, c'est évident et ça se voit. On est bien loin d'une peinture très propre et polie. On va continuer avec le XXe Et oui, on siècle. reste dans la modernité. Voilà, avec donc ces harengs d'Alphonse Faure. Donc nous sommes après la Seconde Guerre mondiale et c'est un peintre toulousain qui doit beaucoup à Cézanne. Alors Cézanne voulait conquérir Paris avec une pomme et il a repopularisé la nature morte. Et donc ici, eh bien, on a effectivement un morceau de nappe qui est peut-être pas aussi froissé que chez Cézanne, mais c'est vrai qu'il nous propose une perspective tout à fait instable et nouvelle, du genre de celle qu'on peut trouver dans les natures mortes de Bonnard, par exemple. Vous voyez, la table, elle semble basculer au point de faire glisser les objets. La stabilité était tellement importante au XVIIe siècle, et ici, en fait, elle est un petit peu mise à mal. Donc c'est intéressant de voir que à présent le sujet n'a plus tant d'importance. Ce qui compte, c'est la force picturale, la captation des lumières sur les éléments. On a vu jusqu'à présent des fleurs, des fruits et des objets précieux,
Mais là, voilà qu'on a eh bien, de l'animalité, puisqu'on a des poissons. Et c'est vrai que souvent, Mm. dans les traditions de nature morte, on peut trouver des chasses avec des gibiers, de la pêche, avec des poissons. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Hein. Chez Chardin, peut-être connaissez-vous un tableau qui s'appelle La Raie. Et c'est vrai que hein, l'animal est saisissant, voire troublant. Mais ici, c'est du hareng. Et ça nous propose donc eh bien, un produit de la pêche, un repas maigre, avec donc un simple torchon, pas tout à fait une nappe, des planches rustiques qui sont visibles, donc c'est assez frugal ce repas à base de poisson, d'œufs et d'un peu de vin. On voit que dans l'assiette, il y a le strict nécessaire, mais c'est un très très beau morceau de peinture. Hein, ce sont nos yeux qui se régalent. Au XVIIe siècle, il y avait des natures mortes avec ce qu'on appelait les cuisines pauvres. Et dans ce cas-là, il y avait des harengs, du pain, de l'eau claire. Il y avait également les cuisines riches, qui étaient donc des natures mortes avec des objets très précieux, très chers, et même des produits exotiques. Donc ici, avec ce tableau du XXe siècle, eh bien, on retrouve le poisson comme on a beaucoup pu le trouver dans les siècles précédents en nature morte, quand eh bien, il y avait eh bien, à côté de lui un pichet de vin qui signifiait eh bien, le sang du Christ, le sang du sacrifice. Mais on se rend compte que les poissons, qui étaient une référence aux chrétiens, ici, eh bien, ces références sont vidées hein, de leur sens. Les symboles ne fonctionnent plus. Ouais, ouais. C'est la nature morte du XXe siècle qui est bien différente. Bah oui, Donc. oui, comme le tableau précédent, finalement, on Tout est à juste fait. dans le plaisir de la contemplation et en fait, on se libère un peu de tous ces... Ces connotations Voilà, intellectuelles, ouais, ouais, c'est ouais, vrai. tout à fait. Donc il faut parfois les codes. Mm. Mm. Alors, on continue toujours dans la modernité, et là, on arrive vers la destruction ou la déconstruction Oui. avec donc cette gouache sur papier. Hein, on précise la matière évidemment parce qu'en image, c'est pas évident. Le service à thé de Pierre Dora. Pierre Dora est un artiste espagnol assez engagé qui va complètement tomber amoureux du Lot dans les années 20. Et il est très présent à Saint-Cyr-la-Popie, si vous connaissez ce petit village, et il est notamment connu parce qu'il va redonner à ce village qui avait été quasiment ruiné tout son lustre et sa gloire, justement par le pouvoir de son art et de sa notoriété. Donc on parle de lui là-bas. Il y a même les célèbres maisons Dora qui sont des résidences internationales d'artistes. Mhm. Et ce qui est important de dire en concernant ce peintre, c'est que vers la fin des années 1929, avec ses amis, il forme une association d'avant-garde qui se nomme Cercle et Carré, tenant de l'abstraction et de la géométrie, donc complètement illustrée par Mondrian ou Picasso. Et en fait, c'est une association qui fait face à l'omniprésence à la même époque du surréalisme. Le surréalisme, c'est ce qu'on considère comme ces peintures qui proposent des associations aberrantes d'objets et des compositions très irréelles, comme le faisait Magritte ou Dali. Mhm. Et donc là, en fait, on est vraiment dans le cubisme qui propose une déconstruction du réel, mais jamais abstraite. C'est fragmenté, c'est cassé, mais c'est toujours figuratif. Mhm. L'idée, c'est de démultiplier les points de vue de l'objet pour pouvoir le voir sous toutes ses formes ou sous tous ses aspects. Et là, on a vraiment un cubisme assumé parce que les lignes se découpent énergiquement dans ce service à thé. Il y a une brutalité des angles vifs, on a des carrés et des formes... strictes un petit peu partout, regardez même la nappe, il y a un motif quadrillé aussi dessus, et puis on a la gaieté et l'audace des couleurs qui tranchent, le bleu, le orange, le rose. Alors on a vraiment voilà, cette composition très très riche et très très forte. C'est l'heure du thé, on peut distinguer en fait une théière et une tasse qui eux offrent un peu de rondeur finalement dans tout ça. Hein, c'est ce qui nous rassure un petit peu par rapport à tous ces angles très vifs. C'est un repère aussi, on arrive à les reconnaître alors que les autres objets sont plus compliqués. On distingue des livres peut-être pour faire la part belle à la détente qu'offre le thé. Et puis on a une table avec peut-être une chaise derrière orange, dont le orange eh bien, répond au pied de la table. Et puis on a une sorte de pied noir ou une ombre de noir à droite qui, avec Isabelle, nous fait penser un peu à une jambe, ouais, Oui. comme si la table allait marcher. Il y a quelque chose Exactement. presque irréel Mhm. finalement ici. Voilà, donc c'est intéressant aussi d'avoir ces mobiliers qui évoquent la stabilité, mais d'avoir aussi la rondeur du service à thé qui apaise un petit peu tout ça. Mais en tout cas, comme le tableau précédent, la lecture n'est pas cryptée. Là, ce n'est pas une allusion au caractère fugace de la vie ou une vanité ou une allégorie, c'est le plaisir des formes et des couleurs. Exactement. Alors nous allons terminer par un dernier visuel et un tableau qui est également donc l'œuvre d'un peintre espagnol. Il s'agit de
Carlos Pradal, une œuvre de 1967, donc elle est assez proche de nous. Donc Carlos Pradal, c'est un peintre espagnol qui a travaillé principalement à Toulouse. Ses parents ont fui le franquisme pour se réfugier en France et il a été autodidacte, mais il a quand même donc accédé à l'école des beaux-arts de Toulouse. Et c'est intéressant de dire qu'à la fin du franquisme, donc il va retourner en Espagne et il s'y fera connaître. Donc Carlos Pradal, c'est quelqu'un qui veut donner aux objets une présence plus forte que leur réalité. Hein. Ça, c'est en fait une belle, donc un beau défi. Donc, il a réalisé de nombreuses séries sur des viandes, des billards, des pichets. Mais là, on a des œufs et des oignons. Alors, la composition est amusante parce qu'elle est tout à fait horizontale. Il va aligner façon électroencéphalogramme plat, Ouais. donc ces éléments. Et c'est vrai que c'est assez incongru. On a l'impression que l'oignon et les œufs sont enfilés comme sur une brochette. Donc, ce qui est très important, c'est la touche de Carlos Pradal. Elle est large, elle est rapide. Et voyez donc l'application de matières colorées, de strates denses et épaisses. Oui, il a recours à ce qu'on appelle des empâtements. Ces plages de couleurs sont très onctueuses. Elles coulent sans contrainte et il les travaille au couteau. C'est un rythme très dense. Il y a quelque chose un petit peu saturé. Et vous avez donc, par exemple, quelque chose onctueux, j'en ai déjà parlé, mais on a l'impression d'une texture qui pourrait être celle du beurre, par exemple. Ouais, Donc c'est vrai. c'est une maçonnerie qui est ici obtenue. Et c'est aussi bien sûr un travail sur la matière, parce que le fond est très noir, et c'est vrai que eh bien, le dessin est comme remplacé par la couleur. Donc on voit qu'il y a, comme Marthe en parlait déjà, cette déconstruction des contours habituels. C'est vrai qu'il y a une déformation qui flirte un petit peu avec l'abstraction. Ouais, tout à fait. Entre figuration et abstraction, comme donc Nicolas de Staël avait pu donc trouver ce créneau. Donc c'est vrai que il y a ici des référents qui sont figuratifs, qui sont conservés, mais qui sont tellement donc modifiés ou simplifiés à l'extrême que finalement reste le plaisir de la couleur, parce que justement le sens des choses devient complètement allusif. Et c'est le pouvoir expressif qui est exalté. Notons qu'en 1986, le Musée des Augustins de Toulouse a consacré une grande rétrospective à Carlos Pradal. C'est vrai. Alors, peut-être qu'on vous a ouvert l'appétit avec toutes ces natures mortes, mais On en tout cas, l'espère, on va conclure pour terminer cette conférence. Et c'était important pour nous de terminer par deux peintres espagnols parce que finalement c'est un bel hommage à la peinture espagnole qui a énormément œuvré dans la nature morte, c'est important de le dire, c'est juste que le musée n'en possède pas beaucoup, mais évidemment on n'oublie pas des grands peintres comme Zurbarán ou Goya qui ont fait des fabuleux morceaux de peinture aussi dans la nature morte. C'est vrai. Mais on s'aperçoit qu'au fil des époques, eh bien, le genre évolue. Effectivement, on va laisser de côté la dimension symbolique, on va cesser de décrypter, de décortiquer, de savoir pourquoi tel objet est plutôt là que Ailleurs quoi. ailleurs, effectivement. Et c'est vrai que au XXe siècle, on va vraiment évacuer toute cette dimension explicative et symbolique. Oui, il y a vraiment une liberté, juste un plaisir du sujet et de la beauté finalement. Voilà, Oui, exactement. tout simplement. Et il y a un véritable plaisir aussi pour les peintres dans la réalisation de la nature morte. On l'a bien vu, on fait de la nature morte depuis toujours et encore aujourd'hui, parce qu'en fait c'est une véritable liberté pour l'artiste. Il peut associer ou créer ou imaginer des combinaisons totalement libres finalement, et c'est intéressant pour lui. Et puis c'est aussi un très très bon exercice pour travailler sur les différentes textures et les effets de matière. Il va pouvoir donc s'exercer sur le reflet du verre, les aspérités d'une terre cuite, comment traduire la douceur et la rondeur d'un fruit, ou encore la fraîcheur d'une porcelaine, ou la rudesse d'une table. Bon, on peut y aller très loin. Parce qu'à tous ces effets de matière dont Marthe parle, on est très sensible. Et c'est vrai qu'on va trouver que la nature morte est d'autant plus apaisante qu'elle est familière, que l'assemblage des objets dans un tableau peut procurer une harmonie douce, reposante, même qui invite à la contemplation. Oui, tout à fait. En fait, on aime vraiment les natures mortes et on a envie de vous demander, est-ce que vous aussi, c'est quelque chose que vous appréciez et pourquoi vous aimez les natures mortes? C'est une belle question. Ouais. Bon, en attendant, on va se quitter ici et absolument. merci beaucoup. Et à une prochaine fois. Au revoir. Au revoir.